troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Mali. Un nouvel invité m'a rejoint, M. Seydou Daffé. Vous êtes sociologue, historien, ethnologue. Merci à vous de m'avoir rejoint. Nous l'avons dit, la question des concertations nationales, régionales plutôt, a beaucoup divisé les Maliens et certains se sont prononcés d'ailleurs sur le sujet. Au micro de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali, on les écoute, on en parle après. D'accord. Moi, je pense que c'est des concertations improvisées. Aujourd'hui, les populations à la base, qui sont surtout concernées par cette situation, n'adhèrent pas à ce projet. Je crois qu'il faut que le gouvernement actuel pense à retirer carrément ce projet-là. Ces concertations n'ont pas besoin d'être faites d'abord pour le moment. Vu la situation dont le pays traverse actuellement, il y a l'insécurité grandissante, il y a ce qu'on appelle également chaque fois les caisses de l'État sont vides. Concertation, ça demande beaucoup de choses. Nous sommes pour une décentralisation parce que nous revendiquons le droit de participer à la gestion de notre vie. Nous revendiquons le droit de pouvoir penser et ce que nous souhaitons. Nous revendiquons le droit de pouvoir être gérés conformément à notre volonté dans certains domaines, dans notre localité, tels que le prévoit la démocratie. Mais nous ne sommes pas que nous puissions être découpés pour répondre à des besoins électoraux parce que les besoins électoraux sont d'une conséquence terrible. On va se retrouver avec 200-300 députés pour un pays, une population de 18 millions d'habitants avec des ressources financières aussi maigres que ça et ça va creuser le trésor public et ce serait trop élevé. Bon, je veux que les Maliens sachent que ce n'est pas une cause des partis au pouvoir ou des partis qui n'est pas au pouvoir. Vraiment, le Mali a aujourd'hui besoin de la concertation, que nous nous donnons tous la main pour pouvoir s'entendre sur un truc bien fondé. Oui. Oui, les concertations sur la réorganisation administrative du pays, je pense que mon avis est que cette concertation est la bienvenue. Donc j'ai un sentiment de joie, de fierté, parce que c'est une décision forte que réellement le président de la République et son gouvernement ont eu à prendre pour que certainement l'administration soit beaucoup plus proche des populations. Moi, je dirais à l'opposition d'être conséquents avec eux-mêmes. Parce que la loi qui est là concernant le découpage, c'est depuis 2012. Donc ça a été voté par l'opposition. L'opposition a accepté la répartition. Même le moment des campagnes, nous connaissons l'opposition a fait des propositions à des cercles qui aspirent à être des régions. Donc nous sommes vraiment surpris de leur comportement par rapport à ces radicalisations de cette position par rapport au découpage. Mais tous nous les appelons à se ressaisir. Il s'agit du développement du Mali. La politique est finie, les campagnes sont finies. Donc il s'agit de l'avancée du pays. Donc nous les appelons à rejoindre le groupe pour le développement du Mali. Alors il est très important pour Africa 24 de donner la parole aux Africains, à ceux qui sont sur le terrain, aux populations, en l'occurrence, aux personnes concernées par les problèmes notamment sociaux. Seydou Daffé, vous avez d'un côté un État qui diffère beaucoup pour sécuriser le Mali et apporter des solutions. Et en face, une opposition qui dit que l'État ne fait absolument rien. Vous êtes sociologue, vous êtes ethnologue. Les divisions actuelles au Mali, quelle est leur profondeur? Est-ce qu'il y a à un moment donné la possibilité que les Maliens se retrouvent tous ensemble effectivement pour mener des combats communs, notamment contre le terrorisme? Personnellement, je pense que vous avez touché du doigt, ce qui a manqué au Mali, c'est le sursaut du monde politique, la prise en compte de la réalité de ce qui se passe. Parce qu'on est resté dans la lutte politique, on est resté dans le combat politique comme si rien n'était. Alors que le pays vivait une situation exceptionnelle. Et c'est là que le patriotisme connu des Maliens pouvait les sauver. Oui. Okay, je crois que cette occasion a été ratée et a même aggravé la crise. Je crois que c'est le monde politique en fait qui a aggravé la crise. Est-ce que c'est possible à un moment donné de taire les divisions et de s'attaquer ensemble? Je me dis que c'est possible, mais je veux dire ça peut être difficile parce qu'on est encore dans la passion. Il faut voir le contexte dans lequel cette régionalisation se passe. Parce qu'il y a un gros contentieux, vous l'avez entendu plusieurs fois, madame, vous l'avez dit, comme quoi le président de la République est un président de fait.
s'il y a ce gros contentieux, c'est ce gros contentieux qui va animer aussi tout ce qui se passe aujourd'hui. La question aujourd'hui, et très rapidement, avant que je ne passe aux autres, c'est comment éviter que les terroristes n'influencent pas la jeunesse malienne? C'est ça aujourd'hui la question fondamentale. Vous avez déjà, c'est très compliqué en temps normal de lutter contre la pauvreté. Ouais. C'est encore plus compliqué quand on est dans une situation comme celle du Mali aujourd'hui où on pense que l'État ne fait pas beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont porteurs de discours et qui sont susceptibles d'influencer les jeunes. Oui. On a parlé tout à l'heure de recrutement de terroristes au sein de la jeunesse malienne. Comment on fait face à ce phénomène? Non, parce qu'on va voir le terreau qui nourrit aujourd'hui le terrorisme, c'est la misère. Et il prospère sur la pauvreté, sur la misère. Et la misère. Et on peut dire que le Mali est passé de la pauvreté à la misère. Dites-vous, le Mali, et comment on fait face à ça? Est passé de la pauvreté à la misère. Alors, dites-nous, monsieur Cissé, le président a été réélu en août dernier pour un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez que le pouvoir fait en ce moment et qui est là à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire empêcher que les jeunes ne se tournent vers ces fous qui ensanglantent votre pays? D'abord, je tiens à préciser que je suis moi-même chercheur et qu'en ce moment, je mène des recherches sur la situation des enfants soldats au Mali. Très bien. Et je suis imprégné de cette situation, des enfants qui tentent de plus en plus à aller vers le mauvais chemin. Voilà. Qu'est-ce que l'État leur propose pour les empêcher d'aller vers le mauvais chemin? Sur l'État, je dirais d'abord que rien ne vaut la concertation. Non, on a fini avec les... Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que le président a été élu sur la base de programme. Je vous reviens, s'il vous plaît. Si vous me coupez... Non, mais voilà. on ne va pas revenir sur les choses. Je dirais que la voie empruntée par le président de la République d'atteindre et d'aller en quête de paix est une voie noble. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, on est aujourd'hui en train de lutter contre l'insécurité alimentaire. Tenez-vous bien, l'insécurité alimentaire au Mali. Monsieur, vous avez compris ma question. Vous faites espoir. Tout ça, c'est pour vous dire que lorsqu'on veut lutter contre le terrorisme, on lutte contre les causes profondes qui peuvent amener les populations à tendre vers le terrorisme. Et ces causes profondes sont d'abord la pauvreté, sont d'abord Nous sommes autour de 50% de taux de pauvreté au Mali aujourd'hui. Donc, pour résoudre ce problème, il faut apporter des solutions politiques qui peuvent tendre quelles sont ces solutions? Quelles sont les solutions apportées depuis 5 ans, selon vous? C'est ce que je suis en train de vous dire depuis que je suis venu, monsieur. Je vous dis que le président, dans un premier temps, il est venu pour réconcilier les Maliens. Amener la paix d'abord parce qu'on était dans une division. On ne peut pas construire un pays sur un champ de bataille, non. Il fallait d'abord taire les armes, amener un climat de paix et de confiance, amener les investisseurs, permettre à ce qu'il y ait un développement socio-économique réel sur le terrain. Et pour l'amener, c'est un processus. C'est un processus qui prend du temps. Et on doit souffrir de l'admettre aujourd'hui. On doit souffrir de l'admettre, Madame Dramé, très rapidement. Mais on ne peut pas non plus escamoter la question de l'offre politique de l'opposition malienne. Les Maliens ont élu... L'opposition n'a jamais eu d'offre. S'il vous plaît. Les Maliens Les Maliens ont élu le président Ibrahim Boubacar Keïta à 67%, ce qui suppose par principe qu'ils ont adhéré à son programme, c'est-à-dire à son offre politique. Et vous, l'opposition, que proposez-vous pour convaincre les Maliens, notamment dans la perspective des législatives qui viennent? Parce que c'est aussi ça. Merci pour la très bonne question que vous me posez. En fait, si vous dites qu'il a été élu à 67%, il n'a pas été élu à 67%. Je n'ai pas fait partie de la commission électorale, donc moi je ne sais pas. C'est le chiffre officiel. Bon, d'accord. Moi je m'en tiens au chiffre officiel. Oui. Un président, comme tout candidat sérieux qui se présente à l'élection présidentielle, il montre un plan. Un programme, vous voulez? Un programme, un plan d'action. Oui. Mais cela n'a pas été fait. Et donc quand on vient à la tête d'un État, avec un gouvernement de facto, quand on n'a pas de programme, c'est de l'amateurisme total au sommet de l'État.
qu'est-ce qui se passe? Bon, moi... Non seulement il n'y a pas de plan. D'accord, vous. Parlons maintenant de vous. Oui, j'arrive. D'accord, passons, on va parler. Il faut que les téléspectateurs comprennent un peu ce que je veux dire. Vous aviez un plan? On avait un programme bien défini, hein, bien déterminé. J'en reviendrai. Et donc, suite à cela, un président de facto, et de fait plutôt, qui n'a pas de programme, qui est un amateur. Avec tous les gouvernements, il n'y a pas de compétences. Madame Dramé, la question que sur laquelle je propose qu'on débatte dans cette partie, c'est comment lutter significativement contre la pauvreté, pour que les terroristes, justement, ne prospèrent pas sur la misère des jeunes maliens. C'est ça la question. Quelle est l'offre politique de l'opposition malienne pour lutter significativement contre la pauvreté? Cette pauvreté, il y a des fonds qui sont dédiés normalement pour le développement de l'Afrique, notamment au niveau des enfants, de la jeunesse. Vous pensez que quand nous voyons nos enfants mourir tous les jours dans la mer, vous pensez que ça fait plaisir? Pourtant, il y a des fonds qui sont dédiés. Où sont passés ces fonds? Ces fonds sont dédiés à l'enrichissement personnel, tout simplement. Dans votre programme, à partir de là, il y a la pauvreté qui arrive forcément. La proposition, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Là, bientôt, il y aura les élections législatives. Il y aura les élections législatives dans votre pays. Avant de faire là, on ne peut pas faire l'élection législative sur cette base-là qui a été faite au moment de l'élection présidentielle. Avec ces listes truquées, on ne peut pas faire l'élection législative. D'accord. Admettons effectivement que la question de la fiabilité de la liste électorale soit réglée. Le Mali est devenu quoi maintenant? La dignité des Maliens a été bafouillée du moment que... Comme vous parlez de la faim, qui a entraîné cette faim-là? Qui a entraîné l'appauvrissement de la population malienne? C'est l'État. Les fonds ne sont pas dédiés où il faut. Et donc forcément, ça crée quoi? Ça crée la faim. J'ai compris, monsieur. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, imaginons le Front pour la sauvegarde de la démocratie au pouvoir au Mali. Vous faites quoi pour lutter contre la pauvreté? Nous? Concrètement, oui. C'est quoi la mesure concrète que vous mettez en œuvre pour lutter contre la pauvreté? C'est ça la question. La pauvreté, on ne peut pas soigner la pauvreté sans la population. Voilà. Que des critiques. On ne peut pas soigner la pauvreté sans la population. Et cette population, aujourd'hui, elle crie. La proposition qu'il faut faire, c'est d'écouter d'abord cette population qui crie. Il faut entendre ce que la population... Mais vous refusez de participer aux concertations régionales. Non, c'est pas parce qu'on a refusé. Il faut écouter, mais pour écouter, il faut se concerter. Ce n'est pas un refus. Ce n'est pas un refus. Soumaïla Cissé a appelé à boycotter. Il a donné les conditions. Soumaïla a donné les conditions. Merci. Un président, c'est de l'hypocrisie totale. On tend la main, je tends la main, mais je ne tiens pas la main. Le premier discours du président de facto, ça a été quoi? Ça n'a pas été un discours d'union. Il a dit que les ennemis ont eu honte. Les ennemis, c'est qui les ennemis? Quand on est élu président de la République, on est élu on est le président de tous les Maliens, mais on ne peut pas être président d'un côté et ne pas l'être d'un côté. Du moment qu'on n'est même pas reconnu, Madame Amaro Dramé, Soumaïla Cissé veut une réconciliation nationale. Et ça ne peut se faire qu'avec tous les enfants du Mali. C'est très bien. C'est un beau mot de la fin. Madame Amaro Dramé, vous êtes en charge des relations publiques de la branche française, bien entendu, du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Merci. Je vous en prie, merci. Monsieur. Merci Karim Cissé. Vous êtes le président de la jeunesse RPM, section française. Merci à vous également. C'est à moi de vous remercier, mais je tenais quand même à dire également. Que le monde entier a été témoin aujourd'hui de l'inconstance de l'opposition malienne. Merci. Aucune proposition. Merci à vous. Seydou Dafé, sociologue et historien ethnologue. Merci à vous également. C'est la fin, mesdames et messieurs les politiciens. Merci beaucoup, monsieur. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux. Merci infiniment. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci infiniment. Merci pour l'invitation.